La mort de Flip Wilson en 1998 n'était pas seulement tragique, c'était mystérieux. L'icône de la comédie, qui gagnait autrefois des millions, est morte presque ruinée et complètement seule. Mais le véritable choc est survenu lorsque les gens ont fouillé sa maison de Malibu. Ils ont trouvé des journaux intimes, des enregistrements et des preuves qui ont révélé son plus grand secret. La vérité sur la trahison de sa mère la veille de Noël, les horreurs qu'il a vécues en famille d'accueil et la raison pour laquelle il a dépensé 6 millions de dollars pour oublier son passé. Ce qu'ils ont découvert a changé tout ce que nous pensions savoir de l'homme derrière Géraldine. Flip Wilson est né le 8 décembre 1933 dans une petite maison bondée de Jersey City, dans le New Jersey. Son vrai nom était Clairo Wilson Jr. Il était le 10e enfant sur 18. Son père travaillait comme homme à tout faire, mais ne gagnait qu'environ 15 $ par semaine. Il luttait déjà durement pendant la Grande Dépression. Mais la vraie douleur est survenue en 1940, lorsque Flip n'avait que 7 ans. La veille de Noël, sa mère, Cornelia, est partie sans dire un mot. Elle a tout pris, les meubles, les vêtements, même la nourriture, et n'est jamais revenue. Les enfants ont été laissés affamés et seuls. Des voisins ont déclaré plus tard les avoir vus fouiller dans les ordures à la recherche de restes. Un par un, les enfants ont été placés en famille d'accueil. Flip a déclaré dans une interview en 1972 que c'était le moment où il a appris à ne jamais montrer de faiblesse. Ses blagues sont devenues une armure. En 1941, 12 des frères et ses sœurs étaient dispersés dans des institutions et l'enfance de Flip a été perdue au profit de lits froids et de foyers étranges. En 1941, Flip est entré en famille d'accueil, mais ce n'était pas un sauvetage. C'était pire. Dans un foyer à Newark, il était fouetté avec des ceintures juste pour avoir mouillé son lit. Dans une autre maison l'année suivante, son père adoptif l'obligeait à rester complètement immobile avec un morceau de carton sur les genoux pour cacher des cartes de jeu. S'il bougeait, il recevait des coups de tête. Ces ecchymoses sont restées pendant des semaines. Ce n'étaient pas des punitions rares. En fait, des rapports de cette époque montrent que plus de 30% des enfants placés en famille d'accueil étaient bastos de cette façon. Flip s'est enfui 3 fois, rien qu'en 1942. Une fois, il s'est caché à l'intérieur d'une canalisation d'égout pendant 2 jours. À l'âge de 12 ans, il avait déjà vécu dans 8 foyers différents. Chacun apportait une nouvelle sorte de peur. En 1943, alors qu'il avait 10 ans, Flip a appris quelque chose qui a bouleversé tout son monde. Un homme nommé Leroy Taylor, qui était un ami de la famille et un artiste de vaudeville à temps partiel, s'est avéré être son vrai père. Flip a surpris une violente dispute dans un restaurant qui a révélé la vérité. Taylor l'a confirmé plus tard, montrant à Flip un acte de naissance correspondant et de vieilles photographies. Et contrairement à quiconque dans le monde brisé de Flip, Taylor lui a en fait montré de la gentillesse. Entre 1943 et 1945, il a emmené Flip voir des spectacles de comédie à l'Apollo Theater à Harlem. Parfois, il s'asseyait dans la foule. Parfois, il faisait entrer Flip en coulisses. Il a même donné à Flip un harmonica à 5 $ en 1944. Flip l'a utilisé pour jouer de la musique dans la rue pour gagner de la nourriture. Mais en 1946, Taylor est mort pauvre et a disparu de la vie de Flip pour toujours. Pourtant, ces moments avaient semé quelque chose à l'intérieur de Flip, un amour pour la comédie qui ne l'a jamais quitté. Après la disparition de sa mère en 1940, Flip a passé des années à passer d'un parent à l'autre. Ce n'étaient pas des foyers normaux. Parfois, il dormait dans des remises à outils ou même dans des bacs à charbon. Un hiver, il est resté dans un sous-sol de Newark avec des rats qui rampaient à proximité. La seule nourriture qu'il recevait était du pain rassis et de la soupe aqueuse. Les hivers du New Jersey atteignaient 7 degrés C, mais il n'y avait pas de chauffage. La poussière noire et froide a rempli ses poumons et l'a fait tousser pendant des années. Les médecins ont plus tard lié ces mêmes toux à ses problèmes pulmonaires en 1998. En tout, il a vécu dans 5 de ces endroits en 1943.
La pauvreté n'était pas seulement quelque chose qu'il voyait. Elle vivait à l'intérieur de lui. Même après être devenu riche, Flip amassait tout parce qu'il craignait que tout ne lui soit repris. Quand Flip a eu 13 ans en 1946, il s'était déjà enfui 7 fois de foyer d'accueil. Les documents montrent qu'il a une fois fait de l'autostop sur plus de 320 km et s'est caché à Philadelphie pendant une semaine. Pour survivre, il volait du pain, faisait les poches et vendait même des vélos volés. Il s'est fait prendre 2 fois en 1945 et a été condamné à une amende de 2 $ à chaque fois. En 1944, une évasion l'a conduit dans une maison de correction pendant 90 jours où les coups ont continué. Ces années difficiles l'ont rendu difficile pour lui de faire confiance à qui que ce soit. Même lorsqu'il s'est marié plus tard dans la vie, les relations se sont effondrées. Sa peur d'être blessé n'a jamais vraiment disparu. Le 15 mars 1950, Flip a pris une décision audacieuse pour échapper à sa vie. Il a falsifié un acte de naissance disant qu'il avait 18 ans, même s'il n'en avait que 16. Il l'a utilisé pour s'enrôler dans l'armée de l'air des États-Unis. L'armée a promis des repas et 75 $ par mois. C'était suffisant pour Flip qui n'avait rien. À sa première base au Texas, il a essayé de la marijuana en 1951. Il a dit plus tard que cela l'avait aidé à se détendre et à imaginer des histoires amusantes, mais il n'est jamais devenu accro. Il a évité les drogues plus dures parce qu'il avait peur de perdre le contrôle. L'armée a laissé passer beaucoup de garçons mineurs pendant la guerre de Corée. Flip n'était qu'un des plus de 5000 rien qu'en 1950. À la base aérienne de Travis en Californie, les histoires folles et les voix amusantes de Flip en ont fait un favori parmi les autres aviateurs. C'est alors qu'ils ont commencé à l'appeler Flip. Il a inventé des personnages sur place, une grand-mère grincheuse, un sergent maladroit, et a fait rire les gens même lorsque les journées étaient longues et difficiles. Ses blagues venaient d'une vraie douleur. Flip avait autrefois été battu avec une ceinture juste pour avoir volé de la nourriture, mais il a transformé cette horreur en comédie. Ces blagues ont aidé à calmer la tension dans les casernes. Les officiers ont remarqué que les bagarres avaient diminué de 30% lorsque Flip se produisait. Bientôt, tout le monde l'a appelé Flip, pas Clairo. Le nom est resté, et derrière le rire, il y avait un garçon qui essayait toujours de cacher ses blessures. Entre 1952 et 1954, Flip a visité des bases militaires de Guam au Japon. Il a donné plus de 200 spectacles. Il a raconté des histoires sur son passé, y compris le fait d'avoir été abandonné par sa mère et enfermé dans des placards dans des maisons de correction. Il a plaisanté sur le fait d'esquiver les coups avec des saltos arrière. Pour lui, l'humour est devenu une sorte d'armure. Cela l'a aidé à survivre aux cicatrices laissées par son passé. Une fois, il a même fait des blagues sur la ségrégation, faisant allusion au racisme parmi les officiers. Cela a failli lui valoir une punition, mais les troupes ont adoré. Flip a compris comment faire en sorte que la douleur sonne drôle. C'est ce qui le rendait différent. Même si le président Truman avait signé un décret en 1948 pour mettre fin à la ségrégation dans l'armée, Flip était toujours confronté au racisme chaque jour. Entre 1951 et 1953, ça a été ignoré pour des promotions à 3 reprises. Les critiques ont loué ses compétences, mais les règles l'ont empêché d'entrer dans les clubs réservés aux Blancs et de prendre de meilleurs repas. Il devait manger dans les réfectoires de couleur où les portions de nourriture étaient plus petites. Il a une fois organisé un spectacle de talent secret qui a réuni des aviateurs noirs et blancs. Cela aurait pu tout lui coûter, mais il l'a fait quand même. Pourtant, lorsque l'événement a été salué, un officier blanc s'en est attribué le mérite. Flip n'a jamais oublié cela. En 1970, il a déclaré que ces années l'avaient rendu plus dur et plus avide de succès. Le 10 juillet 1954, Flip a quitté l'armée de l'air avec une libération honorable. Il a obtenu de l'argent grâce au GI Bill et a commencé à poursuivre son rêve. Il a suivi des cours de théâtre et a fait du stand-up dans de petits clubs, gagnant 5 $ par nuit. Mais la vie n'était pas ça facile.
Il a vécu dans sa voiture pendant 2 mois en 1955 et a même essayé le LSD une fois pendant une période très difficile. Il a cependant refusé l'héroïne. Il avait vu trop de soldats faire une overdose entre 1950 et 1954. Cette peur lui est restée. Le GI Bill a aidé, mais le racisme dans le monde extérieur a gardé les portes fermées. À la fin des années 1950, Flip a commencé à se produire dans des clubs appartenant à des Noirs à travers l'Amérique. Ces histoires mélangeaient des personnages comme le révérend Leroy avec de vrais souvenirs de son passé douloureux. Parfois, il ratait sa prestation sur ces scènes. Les gens huaient ou sortaient, mais il a continué. Après des dizaines d'échecs, sa grande chance s'est présentée au Tonight Show en 1965. Mais chaque étape y a été construite sur des nuits de faim, de rejet et de courage. Flip a également fait une tournée dans le Chitlin Circuit, où les artistes noirs étaient traités terriblement. Parfois, il a fait 37 spectacles en 11 jours. Il gagnait peut-être 50 $ par semaine. Les voyages étaient difficiles. Les autobus tombaient en panne et il n'était pas autorisé à manger dans les restaurants ordinaires. C'est pourquoi le circuit a reçu son nom, car parfois, la seule chose qu'il restait à manger était du chitlin. Malgré tout, Flip a continué à plaisanter. Il avait un sketch où la reine Isabelle donnait de l'argent à Christophe Colomb pour trouver Ray Charles. Les foules riaient parce qu'il osait dire ce que les autres ne diraient pas. En 1961, Flip a enregistré son premier album. Il s'appelait Flipping. Il s'est produit avec des perruques et des robes et a raconté des histoires qui ont choqué les gens. Certains l'ont détesté, le qualifiant d'indécent, mais d'autres ont vu quelque chose de nouveau. L'album ne s'est pas beaucoup vendu, seulement 10 000 exemplaires, mais il a planté un drapeau. Flip n'avait pas peur de franchir les lignes. Il l'a suivi avec un autre album en 1964, mais ce premier reste une œuvre d'histoire de la comédie brute et intrépide. Au milieu des années 1960, Flip était une légende à l'Apollo Theater. Il s'y est produit jusqu'à 20 fois par an. Il a tout apporté sur scène. La trahison de sa mère, les coups, les nuits où il a eu faim. Son sketch de Colomb, où l'explorateur trouve Ray Charles, a fait hurler la foule de rire. Mais l'Apollo était difficile. Si la foule ne vous aimait pas, elle vous traînait hors de la scène. Flip a survécu à ce test. En 1965, quelque chose de surprenant s'est produit à la télévision en direct. Red Fox était un invité au Tonight Show quand il s'est soudainement arrêté pour dire que Flip Wilson était le comédien le plus drôle du pays. Ce seul commentaire a tout changé. Quelques semaines plus tard, Flip a eu sa chance à la télévision nationale. Il est apparu le 30 septembre 1965 et a raconté une blague de bébé qui a fait rire tout le pays. À cette époque, Blip se produisait dans de petits clubs et ne gagnait que 50 $ par semaine. Après cette apparition, tout a changé. Il a commencé à être invité à revenir encore et encore. Il a animé le Tonight Show 5 fois et a fait plus de 40 apparitions en 1970. Son style d'humour propre a surpris beaucoup de gens parce que, dans les clubs, il avait l'habitude de raconter des blagues plus audacieuses et plus risquées. Mais il savait comment s'adapter à la télévision et gagner les cœurs sans se perdre. La même année, il est apparu au Ed Sullivan Show le 14 novembre. Il a interprété un numéro de 7 minutes rempli de jeux de mots et d'histoires à dormir debout. Derrière les blagues propres, il y avait des commentaires discrets sur la race et les préjugés, ce qui a stupéfié les gens qui regardaient à la maison. 50 millions de téléspectateurs ont vu un homme qui utilisait le rire pour défier le monde sans jamais élever la voix. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la douleur qu'il portait. Flip avait été abandonné par sa mère à l'âge de 7 ans et élevé dans différents foyers d'accueil. Il a ensuite menti sur son âge et s'est enrôlé dans l'armée de l'air à seulement 16 ans. Il utilisait la comédie comme un moyen de survivre émotionnellement, mais personne ne le savait encore. En 1969, NBC lui a offert un contrat d'une valeur d'1 million de dollars. La même année, le 27 novembre, il a présenté un nouveau personnage nommé Geraldine Jones dans sa première émission spéciale télévisée. Elle portait une mini-robe, des talons hauts et une perruque, et disait des choses comme
Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Les auditoires ont été stupéfaits. Certains téléspectateurs n'ont pas aimé l'idée d'un homme noir se produisant en travesti à la télévision aux heures de grande écoute. D'autres ont adoré Géraldine et l'ont trouvée hilarante et audacieuse. 30 millions de personnes ont regardé l'émission. Le réseau, cependant, est devenu nerveux. Ils ont commencé à couper des blagues, en particulier celles qui mentionnent les drogues. Même si des comédiens blancs, comme George Carlin, faisaient la même chose sans être censurés, Flip a répliqué disant qu'il était juste lui-même et qu'il ne voulait pas censurer l'humour noir pour plaire à qui que ce soit. Pourtant, la lutte pour un traitement équitable ne s'est pas arrêtée là. Dans l'une de ses émissions spéciales en 1969, NBC a supprimé une blague sur la marijuana. Au même moment, George Carlin faisait des numéros entiers sur les drogues sur d'autres réseaux. Flip était frustré, mais est resté professionnel. Il a dit une fois dans une interview en 1971 « Je n'ai pas à penser noir ou pas. Je me contente de divertir. » Son honnêteté lui a coûté des contrats. En 1941, il a été arrêté à l'aéroport de LAX pour avoir 200 grammes d'huile de hashish et de marijuana. L'affaire a été rejetée parce que la fouille était illégale, mais l'arrestation a ruiné un contrat de 500 000 $ avec 7-Up. Il a continué à travailler. De 1968 à 1969, il a fait 12 apparitions dans Rowan & Martin's Laugh-In. Ses blagues rapides et ses sketchs amusants lui ont apporté une nouvelle base de fans. Le courrier des fans a augmenté de 200%. Le buzz était si fort que NBC a donné son feu vert à sa propre émission en 1970. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est qu'il cachait encore de la douleur. Ses souvenirs d'enfance le hantaient, en particulier le sentiment d'être indésirable et seul. Même ses amis proches, comme Jesse Jackson, ne connaissaient pas pleinement la tristesse qu'il portait. Puis est venu le grand moment. Le 17 septembre 1970, le Flip Wilson Show a été diffusé pour la première fois sur NBC. C'était la première fois qu'un comédien noir animait une émission de variété réussie aux heures de grande écoute. L'auditoire était immense. À son apogée, plus de 40 millions de personnes regardaient l'émission. C'était plus d'un quart de la population américaine à l'époque. La comédie de Flip était différente. Il ne suivait pas le chemin traditionnel des sketchs. Il utilisait des monologues, des discussions en direct avec des invités et des personnages audacieux. Son personnage le plus célèbre, Gerald Dean, est revenu chaque semaine avec des répliques comme « Le diable m'a fait de le faire ». Certaines semaines, les codes d'écoute ont même battu le Ed Sullivan Show. Mais derrière le rideau, Flip luttait. Il devait représenter toute une race à la télévision nationale. Et il savait que toute erreur serait imputée non seulement à lui, mais à tous les artistes noirs qui viendraient après. Il avait des rituels d'anxiété avant chaque émission. Il fumait à la chaîne en coulisses et évitait les gens jusqu'à ce qu'il soit temps de passer en direct. Il y a même eu des menaces de mort. Certains téléspectateurs détestaient que l'émission présente des célébrités noires et blanches. Mais Flip n'a pas reculé. Il a invité des personnalités comme Muhammad Ali, Lena Horne et Sammy Davis Jr. à l'émission. Un épisode en octobre 1970 a présenté Ali parlant librement de boxe et de racisme. Les dirigeants de NBC étaient terrifiés, mais Flip l'a laissé faire. Le public a adoré. L'émission a atteint le numéro 2 des codes d'écoute en 1971 avec 28 épisodes chaque saison. La même année, le 9 mai, Flip Wilson a remporté 2 prix Emmy pour la meilleure série de variété et la meilleure écriture. Mais la victoire a eu un coût. Le calendrier de production était brutal. Il travaillait de 6 heures du matin à minuit, parfois plus longtemps. Pour maintenir son énergie, il a commencé à consommer de la cocaïne. Au cours de la saison 1970-1971, il a commencé à sniffer des lignes entre les prises. En 1974, il a eu une alerte sanitaire qui a failli mettre fin à l'émission. Il gagnait 60 000 $ par épisode, mais ce n'était pas suffisant pour réparer ce qui se brisait à l'intérieur de lui.
Il est devenu paranoïaque et a installé des caméras cachées dans sa loge, convaincu que quelqu'un en voulait à lui. Les Emmy ont fait passer sa valeur nette à 2 millions de dollars, mais il ne pouvait pas en profiter. En juin 1974, après 84 épisodes, l'émission a été annulée. Sa santé et son esprit n'en pouvaient plus. Pourtant, Flip n'a pas cessé de défier la société. En novembre 1970, au cours d'un des épisodes, Geraldine s'est moquée des suprémacistes blancs dans une blague qui a attiré 38 millions de téléspectateurs. Mais les réactions ont été énormes. Des commanditaires comme General Foods se sont retirés, emportant avec eux 500 000 $ en argent publicitaire. NBC l'a averti d'éviter les sujets liés à la race ou de faire face à l'annulation. Flip a continué. Il a parlé de la brutalité policière en 1971, ce qui a incité le FBI à commencer à surveiller ses scripts. Dans un épisode avec Bill Cosby, ils se sont moqués de la ségrégation, ce qui a déclenché plus de 10 000 lettres de protestation. Un jour, en 1972, il y a même eu une menace à la bombe au studio. L'émission a quand même atteint le numéro 2 des codes d'écoute. En 1971, Flip est devenu la star noire la mieux payée de la télévision, gagnant 60 000 $ par épisode. Mais malgré tout ce succès, sa vie personnelle s'effondrait. Il a secrètement payé 200 000 $ chaque année en pension alimentaire à 2 ex-femmes, ce qui a épuisé ses économies. Il a acheté un manoir à Beverly Hills pour 1,2 million de $ et s'est promené en Rolls-Royces. Mais derrière le glamour, il empruntait de l'argent à des amis. Sa consommation de cocaïne coûtait maintenant 10 000 $ par mois. L'IRS est venu frapper à la porte en 1975, affirmant qu'il devait un demi-million de dollars en impôts, en souffrance. Il a animé 24 épisodes cette année-là, mais dans une interview en 1975, il a admis qu'il était proche de la faillite. Géraldine est devenue une sensation nationale. Sa célèbre réplique « Le diable m'a fait le faire » a valu à Flip un Grammy en 1971. Une poupée parlante de Géraldine s'est vendue à un demi-million d'exemplaires, rapportant 5 millions de dollars. Les albums et les Juste au corps ont ajouté 3 millions de dollars de plus, mais tout le monde n'était pas content. Son ex-femme, Blonell Pittman, a intenté une action en justice pour 1 million de dollars, affirmant qu'elle avait inspiré les slogans de Geraldine. Une autre ex-petite amie, Peaches Rodriguez, a également intenté une action en justice, demandant 20% des gains pour le soutien émotionnel qu'elle lui avait apporté pendant les enregistrements de l'émission. Il a réglé les deux affaires discrètement, payant un total de 500 000 $. À ce moment-là, il avait 3 mariages, 5 enfants et d'autres poursuites en cours. Un dossier judiciaire en 1976 indiquait qu'il avait payé de l'argent pour faire taire 2 anciens amants. En 1972, il a animé les Grammy Awards. Il a fait des blagues improvisées sur le racisme dans l'industrie de la musique qui ont stupéfié tous ceux qui regardaient. Les producteurs étaient furieux. Il y a eu des disputes houleuses en coulisses et ils ont failli l'interdire des futurs spectacles. Mais il venait de remporter un Grammy l'année précédente, alors il a tenu bon. Ce soir-là, 20 millions de personnes l'ont regardé utiliser l'humour pour dire la vérité. Il a aussi joué dans un film. En 1974, il a joué un révérend dans Uptown Saturday Night, un film de comédie avec Bill Cosby, Richard Pryor et Harry Belafonte. Le film a été présenté en avant-première le 15 juin au Criterion Theatre à New York et a rapporté plus de 7 millions de dollars. Flip avait refusé des rôles plus importants au cinéma pour se concentrer sur son émission de télévision. Certaines personnes pensaient qu'il faisait une erreur, mais pour Flip, le contrôle comptait plus que la gloire. Il a été nominé pour 18 Emmy et en a remporté 2. Il a également remporté un Golden Globe en 1971, mais en 1973, il a eu une dépression sur le plateau après que NBC ait essayé de contrôler le contenu de l'émission. Il s'est disputé avec les producteurs, est parti en trombe et a interrompu le tournage. Il possédait une partie de l'émission. Il avait donc du pouvoir, mais pas la paix.
Le stress n'a cessé de s'accumuler jusqu'à ce qu'il parte pour de bon en 1974. En 1957, Flip Wilson s'est marié pour la première fois avec une femme nommée Lavinia Patricia. Il travaillait encore sur de petits contrats de comédie à l'époque, mais sa renommée augmentait rapidement. En 1967, le mariage s'est effondré. Le divorce lui a coûté plus de 500 000 $. Cela aurait été dévastateur pour n'importe qui, mais Flip a continué d'avancer. La même année, il a épousé une autre femme, Tuan Chai Mackenzie, que tout le monde appelait Sapele Cookie. Ce deuxième mariage s'est avéré encore pire. La carrière télévisuelle de Flip explosait, tout comme les rumeurs. Au début des années 1970, il était une superstar, mais aussi pris dans de multiples affaires. Ookie l'a accusé d'être absent et émotionnellement froid. Et quand ils ont finalement divorcé en 1979, ce n'était pas seulement douloureux, c'était cher. Flip a payé la somme choquante de 1,2 million de dollars dans ce seul règlement. En 1945, il avait payé 800 000 $ de plus en pension alimentaire pour enfants. Son image publique semblait joyeuse et amusante, mais en coulisses, Blip était écrasé par des batailles judiciaires, des saignements financiers et des souffrances familiales. À son apogée, il avait gagné près de 10 millions de dollars. Mais dans les années 1980, la plupart avaient disparu. Il avait 5 enfants, mais sa présence dans leur vie était presque inexistante. Entre 1960 et 1980, Flip a constamment fait des tournées. Il gagnait des millions grâce à des spectacles en direct et au Flip Wilson Show, qui a été diffusé de 1970 à 1974 et lui a rapporté 1 million de dollars par saison. Mais pendant que l'argent affluait, ses enfants ont grandi sans lui. Son fils, Kevin Wilson, a finalement explosé de colère en 1992. Kevin a intenté une action en justice, demandant 2,5 millions de dollars pour abandon émotionnel. Il a dit que son père avait manqué des anniversaires, des remises de diplômes, tout ce qui comptait. D'autres enfants ont également pris la parole au cours des années suivantes, affirmant que Flip était obsédé par son argent et trop paranoïaque pour même parler d'héritage. L'homme qui souriait sur scène fermait tout le monde dans la vraie vie. Au moment de sa mort, en 1998, les relations de Flip avec sa famille étaient pour la plupart rompues et il avait passé ces dernières années loin des personnes qui comptaient autrefois le plus. Sa vie amoureuse en dehors du mariage était encore plus désordonnée. Flip a eu au moins 4 fiançailles connues après ses divorces. En 1975, il a demandé en mariage une playmate de 22 ans nommée Blonell Pittman, lui achetant même une bague en diamant d'une valeur de 100 000 $ et lui promettant une maison de 5 millions de dollars. Mais en 1978, tout s'est effondré. Elle l'a poursuivi pour 4 millions de dollars, disant qu'il l'avait laissé émotionnellement dévasté et avait rompu ses promesses. Et ce n'était pas la première fois. En 1972, Flip avait été fiancé à l'actrice Denise Nicholas. Mais cela s'est terminé par des rumeurs d'infidélité. Puis, en 1980, une showgirl de Las Vegas s'est manifestée, affirmant que Flip lui devait 500 000 $ de soutien après leur séparation. Au fil des ans, il a versé plus de 6 millions de dollars à d'anciens partenaires, généralement après des batailles judiciaires désagréables. L'homme qui représentait autrefois le divertissement familial vivait une vie pleine de trahisons, de cœurs brisés et de poursuites judiciaires. Puis vint le 9 mars 1941. Flip a été arrêté à l'aéroport de Los Angeles avec 1,5 gramme de cocaïne dans ses bagages après son retour d'Hawaï. Les gens étaient stupéfaits. Personne ne s'attendait à cela de la part de l'homme qui jouait des personnages joyeux comme Geraldine. La vérité est que Flip consommait des drogues depuis des années. Il a commencé au milieu des années 1970, dépensant jusqu'à 50 000 $ par année en cocaïne. En 1980, il en dépensait parfois 10 000 $ par mois. Il a perdu plus de 18 kg. Sa paranoïa a empiré et il a cessé de faire confiance à qui que ce soit.
Cette arrestation n'était que la pointe de l'iceberg. Il s'est inscrit en cure de désintoxication et les accusations ont été abandonnées en avril 1951, mais sa carrière ne s'est jamais complètement rétablie. Il n'a décroché aucun rôle majeur après 1945. La consommation de drogue, les scandales et l'isolement avaient détruit son élan. Son image était passée de celle du comédien préféré de l'Amérique à celle d'un reclus se cachant du monde. Et tout a vraiment commencé à s'effondrer après 1974. Cette année-là, Flip a choqué tout le monde en mettant fin à son émission de variété à succès, même si elle comptait encore des millions de téléspectateurs. En 1971, elle avait été regardée par plus de 40 millions de personnes chaque semaine. Mais en 1973, les codes d'écoute diminuaient et Flip a demandé au réseau une énorme augmentation de salaire, 1 million de dollars supplémentaires par saison. NBC a dit non. Flip est parti. Les téléspectateurs ont inondé le réseau de lettres implorant le retour de l'émission. Elle n'est jamais revenue. En 1985, il a réessayé avec une émission intitulée Charlie and Coors, aux côtés de Gladys Knight. Elle a été écrasée dans les codes d'écoute par Dynasty et a été annulée après seulement 13 épisodes. Ses jours de gain d'émis et de couverture de magazines étaient terminés. Après 1974, il a également commencé à investir son argent dans des investissements louches. Le pire a été une escroquerie immobilière dans les années 1980. Flip a investi 2 millions de dollars dans un programme hypothécaire qui s'est avéré être une fraude. Le scandale était si massif qu'il a été mentionné lors des audiences du Sénat américain en 2000 dans le cadre d'une plus grande vague de fraude qui a coûté des millions aux contribuables. En plus de cela, de mauvais conseillers financiers lui ont fait perdre 500 000 $ de plus en 1945. Entre tous les divorces, les pensions alimentaires, la pension alimentaire pour enfants, les accords commerciaux ratés et les dépenses de luxe en voiture et en croisière, la fortune de Flip s'est évanouie. À son apogée dans les années 1970, il avait environ 10 millions de dollars. En 1990, elle était tombée à moins de 1 million de dollars. Il a acheté des Rolls-Royces, a organisé des fêtes somptueuses et a fait des croisières sans fin. Mais à la fin, il s'est retrouvé avec des regrets et des dettes. Dans les années 1990, Flip a tranquillement disparu. Il a déménagé dans une belle maison en bord de mer, à Malibu, en Californie, mais parlait rarement à qui que ce soit. Des années d'abus de cocaïne et de blessures émotionnelles l'avaient rendu paranoïaque et reclus. Il a coupé les ponts avec la plupart de sa famille et de ses amis. Il passait son temps à faire de longues croisières, à faire des courses de montgolfière et à jouer au golf et au bowling tout seul. Il est même devenu le seul pilote de ballon à hélium noir au monde. Mais cette maison de Malibu, autrefois pleine de vie et de luxe, s'est transformée en un endroit solitaire. En 1993, il s'effaçait déjà de la scène publique après tout ce qu'il avait accompli. L'homme qui faisait rire le monde était maintenant complètement seul. En 1998, Flip a reçu un diagnostic de cancer du foie. La maladie s'était développée près de son foie et les médecins l'ont attribué à des années d'abus d'alcool et de drogue. Il a subi une intervention chirurgicale le 2 octobre 1998, mais il ne s'est jamais complètement rétabli. Le 25 novembre 1998, il est décédé dans son sommeil à l'âge de 64 ans. Sa fille Michelle était à ses côtés. C'était une fin tranquille pour un homme qui avait autrefois tout le pays qui le regardait. Il avait gagné 15 millions de dollars au cours de sa carrière. Mais à la fin, il lui restait moins de 1 million de dollars. Les règlements de divorce, la pension alimentaire pour enfants, les mauvais investissements et la toxicomanie avaient tout anéanti. Les fans ont été stupéfaits par la vérité. Ils se souvenaient de Flip Wilson pour son célèbre slogan « C'est le diable qui m'a fait le faire ». Mais peu savaient combien de douleurs l'avaient suivi tout au long de sa vie. Même après tout cela, l'héritage de Flip Wilson est resté fort.
En 1970, il est devenu le premier homme noir à animer une émission de variété à succès à la télévision américaine. Il a changé le monde du divertissement, a brisé les barrières raciales et a inspiré une nouvelle génération de comédiens. Des années après sa mort, les gens ont appris qu'il avait grandi dans une terrible pauvreté à Jersey City. Né le 8 décembre 1933 et élevé dans des foyers d'accueil, après avoir quitté l'école à 16 ans, il a utilisé ses souvenirs douloureux comme carburant pour sa comédie. Son influence a façonné des artistes comme Dave Chappelle, dont l'humour avant-gardiste et brut faisait écho à l'audace de Flip. Chappelle a dit un jour: « Flip lui a ouvert la voie pour dire des vérités difficiles à travers la comédie. » Les personnages de Flip comme Géraldine vivent encore dans la culture pop. En fin de compte, son histoire n'était pas seulement une tragédie. Il s'agissait de briser les murs, de faire rire les gens et de prouver que même la douleur pouvait être transformée en pouvoir.